Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat. Début décembre, la Commission des affaires sociales du Sénat a auditionné Jean Bassères, candidat à sa succession à la direction générale de Pôle emploi. À la suite de cette audition, d'ailleurs, le Sénat a validé sa candidature, de même que l'Assemblée nationale. Il faut dire que c'était une volonté également de l'exécutif. Nommé sous le quinquennat Sarkozy, en remplacement de Christian Charpy, Jean Bassères avait déjà été reconduit une fois dans ses fonctions en décembre 2014 par François Hollande. Alors que le chômage stagne à un niveau élevé, Jean Bassères a notamment réorganisé le suivi des demandeurs d'emploi avec 3 niveaux de prise en charge, tout en ouvrant l'agence au numérique. Parmi ses futurs défis, le fait que le gouvernement souhaite réformer en profondeur l'assurance chômage, en prévoyant notamment d'étendre le chômage aux indépendants et aux démissionnaires. Tout de suite donc, retour par cette audition de Jean Bassères par la Commission des affaires sociales. Monsieur Bassères, vous avez été nommé donc directeur général de Pôle emploi en décembre 2011 par le président Sarkozy, puis reconduit il y a 3 ans par le président Hollande. C'est donc un 3e mandat de 3 ans qui vous est proposé de vous confier par un nouveau président. Après ces 6 années à la tête de Pôle emploi, quel bilan dressez-vous des actions que vous avez conduites, notamment au regard des objectifs qui avaient été assignés à Pôle emploi? Quelles perspectives envisagez-vous pour les 3 prochaines années, évidemment? Je vous passe la parole et nos collègues, évidemment, ensuite vous poseront les questions qu'ils voudront bien vous poser. Nous allons ensuite procéder au vote sur la nomination de M. Bassères. Donc, restez, s'il vous plaît, jusqu'au bout. Je vous laisse la parole, M. Bassères. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, je suis naturellement très honoré de pouvoir me présenter aujourd'hui devant vous pour candidater pour un 3e mandat donc, à la tête de Pôle emploi. Et je concentrerai mon intervention liminaire, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, aux orientations stratégiques qui m'apparaissent être celles de Pôle emploi pour les 3 prochaines années, en faisant aussi un coup de projecteur sur les années passées, comme vous m'y invitez. Ces 5 orientations, il y en a 2 qui concernent l'offre de services de Pôle emploi, demandeurs d'emploi et puis entreprises, et puis 3 orientations qui sont transverses, qui concernent le numérique, l'approche partenariale territorialisée, et puis, et c'est très important pour nos opérateurs de services qui est ancré sur les territoires, le management interne. Alors, pour commencer par les demandeurs d'emploi, je crois que l'enjeu des 3 prochaines années pour Pôle emploi, il me paraît résider dans la capacité de l'opérateur de renforcer son rôle comme spécialiste de l'accompagnement des transitions professionnelles. Derrière cette formule, il y a en fait 3 objectifs simples. Le premier, c'est de concentrer nos moyens sur ceux qui en ont le plus besoin. Le deuxième, d'offrir un service personnalisé à tous les demandeurs d'emploi. Et enfin, d'accroître la valeur ajoutée de notre accompagnement. Et pour relever ces 3 défis, je pense qu'on peut s'appuyer sur un socle assez solide qui est constitué par les transformations qui ont été mises en œuvre par Pôle emploi depuis 2012. Alors, il y a eu beaucoup de transformations. Je voudrais juste citer 3 évolutions qui sont, je crois, très importantes. La première, on a mis en place un accompagnement intensif pour les demandeurs d'emploi et c'était concrétiser l'engagement de faire plus pour ceux qui en ont le plus besoin. C'est un engagement intensif qui a 3 modalités et qui aujourd'hui fait que 35% de nos conseillers sont en charge de ce type d'accompagnement qui permet de consacrer plus de temps aux demandeurs d'emploi. Et à l'occasion de la montée en puissance de cet accompagnement, on a, je crois, clarifié nos relations avec les opérateurs privés de placement, puisqu'on a décidé notamment de réinternaliser au sein de Pôle emploi l'accompagnement des personnes les plus éloignées de l'emploi. Deuxième évolution, une plus grande personnalisation du service pour chaque demandeur d'emploi qui a désormais un conseiller référent qu'il peut joindre par mail et progressivement aussi par webcam. On a dématérialisé nos processus d'inscription, on a réorganisé l'accueil en privilégiant le rendez-vous au flux, et tout ça pour aboutir à accélérer le traitement de l'indemnisation. Et c'est la question la plus importante que se pose un demandeur d'emploi quand il arrive à Pôle emploi, c'est est-ce que je serai indemnisé de combien et à quel délai? On a donc accéléré ce traitement, on démarre plus vite l'accompagnement, on renforce le diagnostic et on consacre du coup plus de temps aux entretiens des demandeurs d'emploi. Et puis la 3e évolution que je voulais mentionner qui concerne le passé, c'est qu'on a fortement investi dans ce qu'on appelle le conseil en évolution professionnelle, notamment à l'occasion d'un programme ambitieux de formation de nos 20 000 conseillers qui sont en charge
de l'accompagnement des demandeurs d'emploi. Et ce déploiement du conseil en évolution professionnelle était les deux paires avec le renforcement du nombre de psychologues du travail qui travaillent à Pôle emploi et qui sont d'ailleurs désormais en agence. Au cours des dernières années, on a pu, grâce à ces évolutions, obtenir des résultats qui ont progressé. On a maintenu la qualité de l'indemnisation tant en fiabilité qu'en délai. On a contribué à contenir le chômage de longue durée et on a amélioré les taux de satisfaction. En matière d'indemnisation, 3/4 des demandeurs d'emploi indemnisés se déclarent satisfaits. C'est 4 points de plus qu'en 2014. Et pour ce qui est de l'accompagnement, on a un taux de satisfaction qui est de 71%. Et c'est 7 points de plus qu'en 2014. Alors on a naturellement la conviction qu'on doit encore progresser dans les prochaines années sur l'accompagnement des demandeurs d'emploi, et principalement dans 4 domaines. Pour nous, le premier, c'est de personnaliser encore le traitement de l'indemnisation. Nous avons mis en place en 2017 la spécialisation des conseillers sur l'indemnisation et ajouté à l'automatisation de certaines tâches, on peut désormais veiller à être plus proactif vis-à-vis des demandeurs d'emploi en termes d'indemnisation, et on est en train d'expérimenter le fait que demain les demandeurs d'emploi auraient 2 conseillers référents, un pour l'indemnisation et un pour le placement. S'agissant de l'accompagnement, je pense que l'enjeu principal de Pôle emploi, c'est de mieux différencier son offre de service. Il faudrait qu'on arrive à mieux distinguer ceux qui ont besoin d'être accompagnés pour définir et pour mettre en œuvre une trajectoire professionnelle, de ceux qui sont autonomes et pour lesquels les services seront essentiellement numériques. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on essaye d'expérimenter, une offre de services numériques pour les personnes les plus autonomes, qui repose notamment sur la mise en place d'un réseau social interne qui serait réservé à ces demandeurs d'emploi. Troisième enjeu, c'est mieux rapprocher l'offre et la demande en privilégiant une approche par les compétences, qui est un des engagements du président de la République, qui est une évolution très, très importante et qu'on expérimente en région Franche-Comté depuis le mois de novembre et qui a vocation à être généralisée à l'ensemble du territoire en début d'année prochaine. Il s'agit, dès la fin de l'inscription en ligne, de communiquer directement aux demandeurs d'emploi des offres d'emploi géolocalisées correspondant à sa demande, mais aussi des listes d'entreprises que nous lui suggérons de contacter, même s'ils n'ont pas déposé d'offre, grâce à un algorithme qui permet de détecter le marché dit caché. Et puis, le nouveau service, c'est surtout le fait de pouvoir mettre en correspondance pour le demandeur d'emploi les compétences recherchées par les entreprises sur les métiers que cherche le demandeur d'emploi et les compétences que le demandeur d'emploi nous déclare lui-même. Et cet écart de compétences permet de travailler sur le parcours, éventuellement de la formation, et permet donc de travailler sur des trajectoires. On veut, dans les prochains mois, renforcer beaucoup cette approche sur les compétences et également l'accompagner d'une dimension qui nous est soulignée par les employeurs comme très importante, c'est la nécessité d'améliorer les savoir-être. Au-delà des savoirs et des savoir-faire, les savoir-être. Et donc on travaille actuellement à concevoir une prestation pour aider les jeunes, mais pas uniquement les jeunes, à progresser en la matière. Tout ceci concerne l'évolution professionnelle, approche par les compétences. Ça suppose d'avoir des moyens en termes de formation des demandeurs d'emploi. On a, je crois, fait des progrès ces dernières années, mais là aussi on est convaincu qu'on a des marges de progrès considérables devant nous et on est en attente et très déterminé de la mise en place du futur plan d'investissement des compétences qui a été annoncé par les pouvoirs publics. Quatrième domaine que je souhaite aborder en termes d'évolution stratégique sur les demandeurs d'emploi, c'est le contrôle de la recherche d'emploi. On a rendu public il y a quelques jours les résultats du dispositif qu'on a mis en place depuis 2 ans. Je crois que c'est un dispositif qui est, j'espère, de nature à pacifier un débat public que je trouve un peu caricatural quelquefois, et qui permet à la fois de concrétiser la logique droit et devoir, tout en renforçant notre rôle d'accompagnement, d'avancer sur ces deux dimensions de manière aussi importante l'une que l'autre. Ça, c'était pour les demandeurs d'emploi. Pour les entreprises, je pense qu'on a 2 enjeux majeurs. C'est contribuer à réduire les difficultés de recrutement, les tensions qui apparaissent sur le marché du travail, et renforcer nos liens avec les TPE. Là aussi, on va pouvoir s'appuyer sur ce que nous avons conduit depuis 3 ans, notamment en 2015, la mise en place de conseillers qui sont désormais spécialisés dans les relations entreprises. Ils sont au nombre de 4300 et cette spécialisation a eu 2 avantages majeurs pour nous. D'abord, elle a permis de sanctuariser la force de travail qu'on consacre aux employeurs. Elle nous a permis, grâce à la spécialisation, de déployer une offre de service qui est assez modulaire,
qui va de la publication des offres à la présélection de candidats et même au financement de formations préalables à l'embauche. Là aussi, on a des résultats qui sont encourageants puisque le taux de satisfaction des entreprises vis-à-vis des services que nous leur rendons, il est aujourd'hui de 71%, soit une progression de près de 6 points par rapport à 2014. Mais si on se projette sur l'avenir, les deux sujets que je mentionnais tout à l'heure, d'abord les TPE, c'est pour nous un sujet assez compliqué puisqu'on sait bien que les TPE, c'est des gisements d'emploi et que pour autant, elles recrutent de manière irrégulière. Et donc, ce qu'on essaye de faire, c'est une expérimentation que nous menons dans 14 agences qui consiste à être proactif vis-à-vis des TPE, là aussi grâce à un algorithme qui permet d'essayer de prévoir les secteurs où les TPE devraient recruter dans les prochaines années. À ce moment-là, on va les voir, on leur propose des services et on leur propose aussi de concevoir avec nous des nouveaux services qui seraient les plus adaptés à leurs besoins. J'espère beaucoup dans cette expérimentation, même s'il est encore un peu trop tôt pour en tirer des enseignements. Le deuxième objectif majeur, c'est comment réduire les tensions au recrutement. J'évoquais l'approche par les compétences, j'évoquais les moyens de formation, la mobilisation des conseillers entreprises. On doit travailler sur tout ce qui permet aussi de faire découvrir des métiers, de vaincre quelques stéréotypes encore marqués sur certains métiers. On travaille avec les branches, les entreprises, y compris avec des outils un peu innovants pour faire découvrir aux gens qui ne les connaissent pas des métiers de manière la plus moderne. Le troisième enjeu de Pôle emploi pour les prochaines années, je crois que c'est l'ancrage territorial et partenarial. Nous, on a une philosophie qui est assez simple, c'est rechercher tout partenariat qui permet d'être plus efficace. Donc on a développé au cours des dernières années une stratégie un peu tout azimut qui va jusqu'à la réservation de places en crèche pour des demandeurs d'emploi qui ont besoin de faire garder leur enfant pour assister à un rendez-vous, pour participer à l'entretien ou participer à une formation. Les maisons de services publics, on est le réseau qui collabore le plus avec les 1200 maisons de services publics. Ça peut concerner aussi la mobilité. On a des partenariats pour aider à des bilans de mobilité. On sait que c'est un sujet aujourd'hui essentiel, ou pour développer les parrains, le parrainage, notamment avec une association qui s'appelle Nos quartiers ont du talent, avec laquelle on a créé un dispositif récemment. Donc l'idée, c'est vraiment que chaque agence puisse louer au plan territorial le maximum de partenariats qui correspondent aux besoins du territoire. On a des partenariats naturellement très actifs avec les collectivités territoriales. Un des sujets qui est le plus difficile pour nous, c'est ce qu'on appelle la prise en charge des freins périphériques. C'est un terme assez horrible, mais qui veut dire en fait des demandeurs d'emploi qui sont confrontés à des problèmes de logement, de santé, d'addiction de toute nature. Et on a travaillé avec les départements, la quasi-totalité des départements, pour faire en sorte qu'un demandeur d'emploi qui est confronté à cette difficulté soit accompagné en même temps par un travailleur social et par un conseiller de Pôle emploi, pour travailler à la fois les freins du retour à l'emploi et les freins dits périphériques. Et on a plutôt des résultats favorables de ce type d'accompagnement. Avec les régions, on travaille dans une approche contractuelle sur 5 secteurs. La formation, naturellement, c'est une compétence clé des régions. La création d'entreprises, la mobilité, le numérique et le développement économique. On a aujourd'hui 11 conventions qui ont été signées avec les régions ou qui sont passées en commission permanente. Et on est encore en train de négocier avec 3 régions. Et je pense qu'on a là aussi des marges de progrès. Et je suis moi très attaché au caractère national de Pôle emploi, ce qui suscite régulièrement, je le sais, des débats. S'agissant des partenariats avec le service public de l'emploi, on a redéfini nos relations avec l'APEC, avec laquelle on travaille bien, et on a redéfini nos relations avec les deux réseaux spécialisés qui sont les missions locales et Cap Emploi, mission locale pour les jeunes, Cap Emploi pour les handicapés, avec une philosophie commune, c'est là aussi travailler en complémentarité, clarifier nos responsabilités respectives, renvoyer les discussions au niveau local, car ce n'est qu'au niveau local qu'on arrive à bâtir des relations de confiance et efficaces. Et on a introduit aussi des indicateurs de résultats pour pouvoir mesurer la plus-value des uns et des autres. Là aussi, je pense qu'on a beaucoup de marge de progrès en termes de complémentarité sur la lisibilité de nos interventions, mais également la mutualisation, le partage des données, où on est encore très, très en retard. Quatrième enjeu que je voulais mentionner devant vous, c'est la transformation digitale. On a beaucoup investi dans le numérique ces dernières années. On a commencé par les offres d'emploi. Sur pôle emploi.fr, qui est le site d'offres d'emploi de Pôle emploi, vous avez en moyenne 600 000 offres. C'est 5 fois plus qu'en 2012, parce que sur ce site, vous avez certes les offres déposées à Pôle emploi, en gros un tiers, mais 2 tiers d'offres qui ont été déposées sur des sites publics ou privés avec lesquels on a un partenariat. On a élargi cette logique de partenariat non plus seulement aux offres, mais aux services. Et on a créé un portail qui s'appelle Emploi Store, sur lequel vous avez, je crois, à peu près tout ce qui se conçoit dans outils numériques
au profit des demandeurs d'emploi et des entreprises en termes de recrutement. Il y a à peu près 200 services numériques, là aussi développés par Pôle emploi ou des partenaires. Donc 300 services et 200 partenaires, pardon, j'ai inversé les deux chiffres. Et on doit poursuivre cette logique de partenariat. En termes d'ouverture des données, on est très volontariste. On souhaite exporter le maximum de données, notamment sous la forme d'API, qui sont les interfaces applicatives qui permettent de transférer facilement des données. On a été par exemple en avance sur le calendrier fixé par la loi Le Maire. Désormais, toutes les offres d'emploi déposées à Pôle emploi, elles sont transférables sous forme d'API. Et on a travaillé, je crois, un écosystème plutôt efficace avec les startups auxquelles on fournit des données, mais on les met aussi en relation avec des demandeurs d'emploi, avec nos conseillers pour les aider à bâtir des nouveaux services. Et il nous arrive d'en incuber, notamment dans notre lab. Donc on veut poursuivre dans les prochaines années ce développement du digital, tout en restant très attentif à la fracture numérique. On teste des solutions innovantes. On a dans nos agences 2200 volontaires du service civique qui sont là exclusivement pour aider les demandeurs d'emploi qui n'ont pas accès au digital ou qui le maîtrisent mal à s'inscrire, à s'actualiser, à accéder à l'offre de services. Et on a mis en place d'ailleurs une assistance également téléphonique gratuite parce que vous savez que l'inscription à Pôle emploi se fait désormais uniquement par Internet, mais peut se faire en agence avec les services civiques. Et on a un taux de satisfaction sur les services digitaux qui est assez satisfaisant puisqu'il atteint les 88%. Puis j'ajoute que cet investissement dans le numérique, il est un facteur de transformation et d'innovation interne très fort. On a créé un lab, on a créé une plateforme collaborative qui s'appelle Innovaction. On a 19 000 visiteurs uniques par mois sur cette plateforme et on a un réseau social interne qui reçoit 20 000 visiteurs uniques par mois. Donc c'est des outils qui ont bien pénétré le réseau et on a décidé d'encourager des startups internes qui développent des propres applications et c'est un conseiller qui travaille avec un data scientist et un informaticien pour le faire, avec des succès qui sont assez impressionnants puisque les deux applications qui sont les plus plébiscitées sur l'Emploi Store, elles ont été développées par un conseiller de Pôle emploi. L'une s'appelle La Bonne Formation, l'autre La Bonne Boîte. Et on veille naturellement à mettre aussi ces outils au service des conseillers, grâce à des formations internes digitalisées, mais également grâce au télétravail, qui est un moyen de faire toucher du doigt aux conseillers l'intérêt même du numérique pour leur propre qualité de vie au travail. Dernier enjeu, puis je m'arrêterai là, c'est la transformation managériale. On a une conviction extrêmement forte qu'il faut manager en faisant confiance et en pilotant par les résultats. Pour moi, c'est vraiment les deux faces de la même médaille, avec une conviction forte que la performance opérationnelle et sociale sont intimement liées. On a beaucoup déconcentré et territorialisé Pôle emploi, et je pense qu'on ne le fait pas assez savoir. Chaque agence a beaucoup de marge de manœuvre pour adapter aux particularités locales et du territoire l'offre de services. Elles travaillent sur la base de leur diagnostic local. Elles déterminent elles-mêmes le nombre de conseillers qui doivent être consacrés à telle ou telle modalité d'accompagnement. Et nous n'avons jamais défini de critère national pour indiquer qu'en fonction de tel critère national, on était dans telle modalité, parce qu'on a la conviction que les conseillers le savent mieux que nous, puisqu'ils connaissent mieux que nous les caractéristiques du bassin d'emploi de chaque agence de Pôle emploi. Toutes nos dépenses d'intervention, les aides à la mobilité, les prestations d'information sont fongibles, donc il n'y a pas de fléchage au niveau national. Et même chaque direction régionale a une réserve budgétaire de 5% des crédits d'intervention pour déroger aux critères nationaux ou pour bâtir des prestations qui n'existent pas au niveau national. Et on vient de lancer avec 19 agences qui sont volontaires une nouvelle étape qui est extrêmement enrichissante pour nous, c'est de leur laisser une carte blanche complète. Et on dit à ces 19 agences, faites ce que vous voulez, aussi bien pour l'organisation que l'offre de service, et puis on regardera les résultats en revanche, puisque c'est ça notre marqueur commun. Donc cette dynamique, elle est en cours de mouvement. J'observe sur le baromètre social que cette stratégie, elle est plutôt reconnue, pertinente par nos collaborateurs. Il y a 3/4 des collaborateurs qui jugent que la stratégie va dans le bon sens, et 9 cadres sur 10, même s'il faut encore poursuivre cet effort de partage. Et la contrepartie de ce mouvement de déconcentration, c'est un pilotage par les résultats. On a défini avec l'État et l'UNEDIC, qui sont nos deux financeurs, une quinzaine d'indicateurs qui sont uniquement centrés sur la qualité et les délais de l'indemnisation, sur le taux de satisfaction des demandeurs d'emploi et des entreprises, et sur le taux de retour à l'emploi. Et c'est des indicateurs qui sont mesurés par Ipsos au niveau de chaque agence. Ces indicateurs, d'ailleurs, ils sont publics. Ils sont consultables sur le site de Pôle emploi. Et on invite naturellement chaque agence à travailler de la manière la plus efficace pour améliorer ses résultats. Résultats qu'on analyse
pas uniquement agence par agence, mais par groupe homogène d'agences, pour comparer les agences en fonction de leur contexte socio-économique et non pas selon un critère géographique. Donc au total, cette transformation qui est en rupture avec beaucoup des choix qui avaient été faits à la création de Pôle emploi, on a essayé de la conduire finalement en mobilisant tous les leviers et tout en maîtrisant nos coûts. D'abord en termes de formation interne, j'évoquais la formation tout à l'heure, mais on fait en moyenne 7 jours de formation par agent, ce qui est important, parce qu'on est convaincu qu'il faut qu'on augmente le socle de compétences de nos agents. On a mis en place des dispositifs d'accompagnement par agence, qui soient notamment collectifs ou ciblés sur telle ou telle agence, et puis la labellisation de nos engagements de service qui est faite par l'AFNOR contribue à cet objectif. On essaie, je le disais, de confronter en permanence nos collaborateurs et nos prestataires aux résultats. C'est ces taux de satisfaction qui sont publics. C'est le fait qu'on rappelle systématiquement les demandeurs d'emploi qui sont déclarés insatisfaits lors des enquêtes de satisfaction. On essaye d'associer au maximum les collaborateurs et les usagers à la conception des nouveaux services grâce au lab qu'on a créé, notamment les services qu'on essaye d'imaginer dans l'agence de demain, qui est un projet qu'on a lancé. On a une politique ambitieuse en termes de RSO. On essaye d'avoir une boucle vertueuse d'expérimentation, évaluation, mise en œuvre, notamment pour les sujets les plus sensibles, comme le contrôle de la recherche d'emploi, la spécialisation. Avant de le mettre en place, on l'a expérimenté. Et on mène des accords sociaux importants. Donc, si je devais conclure, c'est que je suis moi le premier conscient de tous les progrès qu'on a à accomplir. J'ai le sentiment qu'on est dans une bonne trajectoire, mais qu'on n'est pas capable de le faire assez savoir. Et moi, je suis toujours un peu malheureux de l'image négative de Pôle emploi. On en est sans doute les premiers responsables. Donc, je suis conscient des efforts qu'il nous faut accomplir, et ne serait-ce que pour rendre hommage au travail difficile que mènent les collaborateurs. Donc, on est premiers convaincus qu'il faut qu'on soit plus en capacité d'expliquer ce qu'on fait. Pour ça qu'on souhaite notamment que les élus du peuple puissent venir le plus souvent possible en agence pour observer de visu ce que je vous indique là, parce qu'il faut qu'on améliore cette image, parce qu'elle pénalise notre efficacité. Si les demandeurs d'emploi qui rentrent pour la première fois à Pôle emploi ont une image négative, c'est un problème d'efficacité. Merci de votre attention. Merci. Nous allons passer donc aux questions des collègues. Madame Gruny est la première à s'être inscrite. Merci. Bon, pour une partie, vous avez, je pense, déjà répondu sur le lien notamment avec les maisons de l'emploi, où je sais que c'est pas uniforme sur toute la France et que tout dépend des maisons de l'emploi. Moi, ce que je remarque là où je suis, c'est qu'il y a encore des fois une concurrence entre la maison de l'emploi et Pôle emploi. Mais je pense que c'est plus une question d'hommes, avec un grand H, je vais préciser. Plutôt en fait qu'un problème entre les institutions. Sur l'accompagnement, alors moi j'entends bien votre discours, qui est un discours très positif, et je dirais on peut dormir sur nos deux oreilles quand on vous a entendu. Sur le terrain, c'est pas toujours ce qu'on ressent. Mais je dirais que les personnes qui viennent nous voir sont aussi des personnes qui ont un problème. Alors, le nombre, le pourcentage, j'en sais rien. Sur l'accompagnement, par exemple, moi je suis aussi dans une région, un département où nous avons encore beaucoup de chômeurs, et puis des personnes qui effectivement sont vraiment peu formées, illettrées. Et donc, ils auraient besoin d'un accompagnement beaucoup plus approfondi. Et par exemple, quand vous dites que vous pensez à l'accompagnement post-formation, nous, c'est les amener à la formation, parce que finalement, ils en ont peur, parce qu'ils ont été en échec à l'école. Donc, c'est encore à ce sujet-là. Nous, il faut vraiment les prendre par la main. Alors, je sais bien qu'après, il y a une question de moyens et d'effectifs. Mais bon, je pense que c'est pas la même chose sur tous les territoires, en fait. Sur les bénéficiaires du RSA aussi, nous on a énormément de bénéficiaires du RSA. Là c'est une population vraiment très très en difficulté, et voire pour une bonne partie en fait inemployable en fait. Les handicapés aussi, et ça pour les entreprises, quand elles veulent recruter une personne handicapée, c'est aussi une galère. C'est-à-dire il y a la galère de la personne handicapée et il y a la galère de l'entreprise qui veut recruter une personne handicapée. Moi, j'en connais une actuellement. Ça fait 5 mois qu'ils sont sur le sujet.
Donc déjà pour trouver la formation, etc. Puis à chaque fois, là, la personne a un chien. Alors le chien peut pas aller dans le site de formation, soi-disant. Enfin, voilà, c'est un exemple, mais pour vous dire que c'est quand même compliqué. Moi, j'aimerais aussi vous poser une question sur la dégressivité des indemnités. Est-ce que vous pensez que ça, c'est un bon sujet pour un retour plus rapide, en fait, vers l'emploi? Est-ce que ça fait partie des freins? Et sur le numérique, c'est bien le numérique, effectivement, mais il y a des personnes, en fait, qui en ont peur, qui vont pas aller dessus, qui savent pas le faire. Alors, il y a les seniors, mais moi, je me suis aperçue qu'il y a aussi beaucoup de jeunes qui, n'ayant pas les moyens d'avoir un ordinateur chez eux, n'ayant pas eu un accès à l'école aussi, parce qu'ils sont peut-être pas allés depuis longtemps, puis chez nous, le numérique n'est pas là depuis longtemps. Donc ces personnes-là, elles se sentent assez désemparées. Et donc, avoir quand même toujours des personnes qui les accompagnent physiquement et humainement, je crois que c'est aussi important. Et sur le savoir-être, je dirais merci qu'enfin Pôle emploi y pense, parce que c'est vraiment un frein très très important, notamment pour les jeunes. Et j'en ai déjà parlé plusieurs fois ici, donc merci. Voilà, merci beaucoup. Merci, Monsieur Morisset. Oui, merci Monsieur le Président. Je ne vais pas être très long parce que un certain nombre de choses ont été abordées. Monsieur le Directeur, vous êtes directeur depuis 6 ans, donc maintenant vous avez un peu de recul. Vous voyez le chemin que vous avez parcouru. Et puis nous également, sur le terrain, on a vu le chemin que Pôle emploi a parcouru. L'informatique marche beaucoup mieux. On ne va pas faire de dessin. Et puis surtout, l'organisation a évolué. Par contre, moi je vous le dis, l'accompagnement, lorsqu'on dit on accompagne, les gens, parfois nos jeunes sont découragés parce qu'il faut pour avoir un rendez-vous, ça vient avec un peu de retard. Et parfois lorsqu'on va voir, parce qu'on y va dans les pôles emploi, voir nos gens, et puis souvent ils nous disent on n'a pas assez de moyens, on n'a pas assez de conseillers. Bon, ça fait partie des messages qu'on entend dans d'autres lieux. Concernant l'approche partenariale territorialisée, vous avez parlé des départements. Il y a des départements qui sont généreux encore pour vous accompagner parce que les départements n'ont plus de moyens. Alors effectivement, dans mon département, autrefois, effectivement, on a mis Pôle emploi en place lorsqu'on a regroupé la NPLACEDIC, mais maintenant, on ne peut pas avoir une politique d'accompagnement des jeunes dans le logement, d'accompagnement des jeunes dans la santé. Je pense qu'il faut nous restituer bien le partenariat que vous avez avec les collectivités départementales. Et puis il y a une question que je me pose à des fois, c'est le rôle de Pôle emploi lorsque dans un territoire, nos emplois saisonniers, on en a beaucoup dans notre département, on n'arrive pas à retrouver de gens et on est obligé de faire venir effectivement des gens qui arrivent, je ne vais pas vous dire d'où, de Pologne, de Roumanie. Je trouve dommage quand même qu'on ne puisse pas, par l'intermédiaire de Pôle emploi, et nos chefs d'entreprise nous le demandent, avoir un peu des actions un peu volontaristes pour faire travailler nos jeunes qui parfois sont au RSA. Et puis je terminerai par des petites questions. Aujourd'hui, votre budget de Pôle emploi, c'est combien? Le nombre d'agences, c'est combien? Le nombre de salariés? Ma dernière question, c'est lorsqu'on arrête le taux de chômage à la fin du mois, comment ça fonctionne exactement? Lorsque, effectivement, tout le monde attend effectivement la baisse du taux de chômage. Vous participez, suivant quelle procédure? Ça m'intéresse de savoir exactement qui décide quand on annonce. Merci. Merci. Monsieur Van Lorenberg prend la suite. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Directeur Général, moi je n'ai que des satisfactions sur le plan local avec Pôle emploi, donc je vous donnerai un satisfecit. En tous les cas, j'ai trouvé votre discours très volontariste et qui me permet d'être optimiste sur l'évolution, effectivement, des relations, et je concentrerai mon propos là-dessus, sur les relations avec les autres acteurs d'emploi. Je crois que chacun a sa place. Nous avons eu l'occasion d'en discuter plusieurs fois d'ailleurs. Je crois que Pôle emploi a une place éminente, à l'évidence, c'est le service public de l'emploi, pour le recrutement, pour effectivement l'accès à l'emploi, que ce soit pour les jeunes, pour les publics adultes. Il n'en demeure pas moins qu'il y a des opérateurs qui ont eu leur spécificité, qui l'ont encore, la mission locale, j'en préside une. Il y a effectivement les plis qui interviennent en complément de ce que vous pouvez faire pour les demandeurs qui sont en recherche depuis très longtemps, donc les demandeurs de longue durée. Et puis, il y a les maisons de l'emploi, j'en préside une aussi. Et je peux vous dire que nous sommes arrivés, et vous le précisez d'ailleurs dans vos propos, qu'il y a toutes les situations, effectivement, on n'est pas du tout en concurrence, et je crois que d'ailleurs les maisons de l'emploi ont une charte aujourd'hui qui a été mise au point
avec les services du ministère qui précisent qu'il ne peut pas y avoir de doublon avec Pôle emploi. On ne doit pas faire de placement. Et par contre, on a apporté un service de plus, mais je vois qu'effectivement, vous avez développé aussi le service aux entreprises, qui manquait véritablement sur mon territoire. Je précise qu'on couvre le bassin d'emploi sur la Rajoie. Et je dirais, on a créé la plateforme d'entreprise et de mutation économique, qui était dans les objectifs et dans les axes de développement des maisons de l'emploi, et je soutiens qu'il était nécessaire, plus qu'urgent, d'apporter aux entreprises qui étaient, et notamment aux TPE, qui étaient lâchées dans la nature par les CCI, il faut bien dire ce qui est, parce que la régionalisation, ça n'a pas que du bon, ça éloigne effectivement du terrain, et nous avons apporté, avec Pôle emploi, avec la mission locale, avec le département, un service commun. Et je crois beaucoup au rôle que les maisons de l'emploi peuvent jouer dans la coordination de tous ces acteurs. Nous le faisons avec Pôle emploi. Je dirais qu'aujourd'hui, d'ailleurs, puisqu'on a fusionné le reste, ce sera effectif en 2018, on a fusionné les missions locales, on a fusionné les plis, la maison de l'emploi a, je dirais, la chance d'avoir dans son conseil d'administration tous les acteurs et Pôle emploi, et nous avons la possibilité, là, d'échanger les informations au quotidien, avec une cellule de veille qui se réunit tous les mois, avec effectivement une opérationnalité, autrement dit, qui est partagée. Toutes les actions, je dirais, entreprises par l'un et par l'autre, sont partagées. Donc il n'y a pas de doublon. Et je pense que le rôle des maisons de l'emploi me paraît naturellement être celui de la coordination, parce que les élus sont au premier chef intéressés, ils financent, je le rappelle aussi. Nous pouvons effectivement toucher aussi au fonds du FSE, dans le cadre notamment des chômeurs de longue durée. Je crois qu'il y a véritablement une complémentarité que je souhaiterais pour ma part qu'on continue à expérimenter. C'est le cas dans beaucoup de secteurs des Hauts-de-France. Et je souhaite que ça puisse continuer à perdurer, en tous les cas, malgré les intentions que j'ai cru sentir au ministère. Et je souhaite que nous puissions développer avec Pôle emploi une politique active, justement, de rapprochement, mais pas de fusion. Merci. Monsieur Vatrin prend la suite. Oui, juste deux questions très rapidement. La première, le gouvernement fait voter en ce moment, dans le cadre du PLF 2018, une diminution 50 millions d'euros de la subvention pour charges de services publics versés à Pôle emploi. Alors qu'on sait qu'il y a des milliers de postes qui sont redéployés vers le service aux employeurs, quel impact ces contraintes budgétaires et d'orientation vont peser sur les demandeurs d'emploi pour leur suivi, leur accompagnement? Et la deuxième question, fait référence à une étude qui a été faite par Pôle emploi, et contrairement à certaines déclarations, elle montre que le contrôle qui a été effectué par vos services sur 269 000 personnes, sur ces 260 000 personnes, 86% des demandeurs d'emploi respectent les obligations de recherche. Et seulement 14% ont été radiés pour ne pas avoir rempli leurs obligations de recherche d'emploi. Et parmi eux, 40% seulement étaient indemnisés par l'UNEDIC, 36% ne touchaient rien et 23% dépendaient d'un régime de solidarité. Et ces chiffres sont intéressants car on peut se demander si les moyens destinés au renforcement des contrôles ne seraient finalement pas mieux utilisés pour l'accompagnement des privés d'emploi. Et cette question semble d'autant plus d'actualité que le président de la République a souhaité suspendre les allocations des personnes refusant plus de 2 emplois décents. Est-ce que l'expérience d'ailleurs qui a été tentée précédemment sous une autre mandature n'invalide pas cette piste qui a montré son inefficacité? Est-ce que les moyens ne pourraient pas être utilisés autrement? Merci. Monsieur Jomier.
Merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Directeur pour votre exposé, pour vos réponses sur la régionalisation, même si j'aurais aimé qu'on aille plus loin sur ce thème, parce que je pense que malgré tout il n'est pas épuisé avec les pistes que vous tracez sur les rapports avec la région. Je voudrais vous poser une question sur, à votre sens et à votre expérience, quel intérêt y a-t-il à avoir dans la même institution les fonctions d'indemnisation et de recherche d'emploi de placement ? Est-ce que ça, voilà, enfin, auparavant elles n'étaient pas liées. Est-ce que, après 6 ans d'expérience, vous trouvez qu'il y a un intérêt à poursuivre ce lien entre ces deux fonctions? Deuxièmement, vous avez mis en place une politique du tout digital, en tout cas de développement très important du digital. On constate que ça met quand même en difficulté des publics qui sont éloignés de l'emploi, qui ne manient pas toujours très bien la langue française par ailleurs. Vous avez mis en place un dispositif de service civique pour aider ces personnes, pour les assister. C'est un dispositif, enfin, j'aurais voulu que vous en parliez un peu plus en profondeur. Moi, il m'apparaît assez fragile. Les services civiques sont des jeunes hommes, des jeunes femmes qui passent peu de temps dans leurs fonctions, donc c'est consubstantiel à ce dispositif. Ça apparaît par ailleurs relativement fragile. Il y a bien des dispositifs qui reposaient sur les contrats aidés qui viennent de se retrouver bien dépourvus maintenant que la bise est venue. Et donc, comment vous voyez cette évolution et comment éviter le décrochage de ces publics? Voilà, je vais en rester là. Merci. Madame Cohen. Oui, merci Monsieur le Président. Moi, pour aller dans le prolongement de ce qu'a dit Dominique Vatrin, j'aimerais avoir quand même quelques précisions parce que, effectivement, réactiver l'obligation d'accepter une offre raisonnable d'emploi, déjà, c'est extrêmement subjectif. Ça me fait penser à la ministre de la Santé par rapport au dépassement d'honoraires qui trouve que c'est bien le terme de tact et mesure. Donc voilà, ça dépend. Je trouve ça extrêmement subjectif. Et de fait, je me demande, je suis un peu soucieuse du fait que vous avez parlé des 600 000 offres d'emploi quotidiennes, ce qui est extrêmement important, positif, etc. sur le site. Mais je suis un petit peu inquiète sur le fait que le filtrage, si je puis dire, de ces offres d'emploi ne s'opère que a priori du fait du manque de moyens, de postes, etc., plus par un filtre d'algorithmes et que du coup toutes ne sont pas pertinentes. Je vais le dire comme ça. Donc qu'est-ce que vous pensez de cette problématique? Et la deuxième question, c'est que vous avez parlé d'un accompagnement, ce que je trouve intéressant, enfin d'un partenariat de Pôle emploi avec les départements, et notamment pour accompagner donc les demandeurs d'emploi qui peuvent être confrontés à des problématiques de logement et tout autre. Et je voudrais savoir comment finalement ça s'organise d'un point de vue moyen, c'est-à-dire est-ce que c'est totalement à la charge des départements, puisque vous avez parlé d'un accompagnement de la part de travailleurs sociaux, etc. Donc voilà, je voulais savoir quelle était la part en fait de ce partenariat en termes d'accompagnement, pour être plus clair. Merci. Merci beaucoup. On continue avec Monsieur Mouillet. Oui, Monsieur le Directeur. Quelques mots. Donc, moi, j'ai entendu vos propos concernant les maisons d'emploi sur la motivation, en disant que voilà, une fois qu'il y a eu la fusion avec la CEDIC et le SAF, la question des maisons d'emploi se posait. En même temps, à ma connaissance, sur les territoires, en dehors des maisons de l'emploi, lorsqu'elles existent, je connais peu d'endroits où on a à la fois la discussion avec les acteurs du territoire, à la fois un engagement parfois de comités de bassin d'emploi qui sont mobilisés, les relations avec les syndics, les collectivités, à la fois la coordination avec les missions locales, avec Cap Emploi. À ma connaissance, ce lieu n'existe pas et je ne suis pas sûr qu'en argumentant, en apportant finalement de l'eau au moulin qui consistait à mettre de côté les maisons d'emploi, on fasse une plus-value sur les territoires. C'est une question que je posais. On regarde ça, dès lors qu'on n'a plus de moyens d'avoir un regard local ou régional de l'action de l'emploi, finalement, ça ne va pas contredire l'argument qui consiste à dire que la vision de l'emploi, l'action de l'emploi doit être nationale. Et est-ce qu'au contraire, il ne faut pas plutôt régionaliser ce regard-là de proximité, parce qu'on se rend compte du décalage entre
entre parfois la vision nationale et les besoins sur les territoires. Moi, je suis dans un département, d'une région où on cherche des employés un peu partout. Une entreprise sur 2, sur 3 affiche devant l'entreprise, recherche tel ou tel salarié, sans réponse aujourd'hui, alors que le taux de chômage, certes, qui est plus faible qu'ailleurs. On a 8%, mais reste quand même élevé. Et donc, il y a un vrai problème d'adéquation. Et surtout, il y a une vraie difficulté sur la gestion prévisionnelle des emplois sur les bassins. Et ça, à mon avis, c'est une des missions des maisons de l'emploi. Et je n'ai pas connaissance que c'est un regard, une mission portée par Pôle emploi. Vous avez évoqué aussi les difficultés de la relation avec Cap Emploi, c'est un domaine que je connais un peu, je ne suis pas sûr non plus qu'il y ait vraiment de dialogue et que Cap Emploi ne soit pas souvent traité comme étant le gestionnaire des emplois de deuxième niveau et non pas en première ligne. Donc c'est une vraie question autour de l'organisation entre ces deux structures et sur votre regard sur l'évolution par rapport au territoire. Merci. Madame Meunier, c'est à vous. Oui, mais écoutez, ça tombe bien que je parle après notre collègue Philippe Moulier, parce que c'est à peu près le même genre de questionnement. Merci, monsieur le directeur général, de vos propos et de vos réponses. Moi, je suis d'un département, la Loire-Atlantique, qui a la chance d'être un département dynamique en termes d'emploi. Et sur la grande métropole Nantes-Saint-Nazaire, les gens se parlent et se rencontrent, toutes les structures et les acteurs également. Et j'en veux pour preuve la réunion annuelle qu'on a avec votre directeur territorial de Loire-Atlantique, qui réunit tous les parlementaires, au moins une fois par an, et ensuite qui adresse régulièrement des tableaux de bord, des statistiques, voilà, c'est vraiment précieux. Et ça, je ne sais pas si vous pouvez faire remonter, en tout cas je lui dis grand merci là-dessus. Et j'en reviens donc sur une question précise. L'expérimentation, vous l'avez parlé, d'autres collègues, notre collègue Valen Remerg l'a dit aussi, l'expérimentation c'est à mes yeux un outil précieux dans le domaine de l'action sociale, mais pas seulement. Et en ce qui concerne ce domaine de travail-emploi également. Et vous avez mis en place un outil qui s'appelle Chouette, me semble-t-il, qui nous a été présenté avant l'été et qui venait d'une autre région, Bourgogne-Franche-Comté, je crois, mais que vous avez voulu modéliser en Pays de la Loire et notamment en Loire-Atlantique, puisque nous avons 7 agences qui concernées. Donc, en gros, c'est en coup de clic et de déclic, on rapproche un demandeur et un recruteur sur peu de métiers, une dizaine de mémoire. Restauration beaucoup, vendanges, commerce, emplois familiaux, enfin bon. Et donc voilà, est-ce que vous avez tiré, peut-être pas, mais est-ce que vous pensez tirer évidemment des enseignements et des évaluations de cette expérimentation, et est-ce que vous avez d'autres sujets à mettre en expérimentation au niveau national? Voilà. Merci bien. Madame Fournier. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général. Moi, je souhaitais donc vous dire que j'appréciais beaucoup, étant de la région des Hauts-de-France et plus particulièrement dans le département du Pas-de-Calais, que j'aimais votre discours en ce qui concerne le côté humain sur lequel Pôle emploi voulait en fait se faire démarquer par rapport à des sites Le Bon Coin, pour ne pas le reprendre, pour humaniser en fait la relation que vous pouviez avoir avec tant les demandeurs d'emploi que les chefs d'entreprise qui proposaient des emplois. Je voudrais revenir, moi, sur un volet que vous n'avez pas abordé, c'est le volet à l'international. J'ai pour ma part travaillé sur mon secteur pour mettre en relation des employeurs belges et britanniques pour un petit peu permettre une ouverture aux demandeurs d'emploi de mon bassin d'emploi. Vous savez, je pense que la mobilité doit être nationale, c'est un fait. Mais il ne faut pas se limiter à cela et peut-être jouer sur les fluctuations des bassins d'emploi de nos pays limitrophes. Donc, à mon sens, ça permet en fait aux demandeurs une approche culturelle différente, une maîtrise des méthodes de travail différentes, l'apprentissage de langues aussi différentes, et ça leur permettra de toute façon qu'ils décident ou non de rester dans le pays qui les a accueillis, tout au moins s'ils revenaient dans notre pays, eh bien de proposer à des entreprises des possibilités et des facultés de mieux exporter, de mieux travailler à l'exportation de par l'expérience intramuros qu'ils auraient fait de certains pays. Voilà, donc je souhaitais savoir, dans le cadre de ce volet, quelle était votre ambition et votre définition. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Lévrier pour la suite. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Directeur Général pour votre exposé très
très clair et très dynamique, ce qui donne une belle image de Pôle emploi. Une question sur la formation et sur le lien avec les entreprises, dont on parle finalement assez peu ici, les entreprises qui sont pourtant ceux qui donnent de l'emploi. Comment comptez-vous organiser, puisqu'il va y avoir énormément de développement des formations, le lien avec les entreprises, les besoins des entreprises et aussi indirectement les organismes de formation? Pensez-vous qu'il y en a assez et comment comptez-vous travailler avec eux? Merci. Merci bien, Madame Schillinger. Dans la continuité, moi, par contre, c'est vrai qu'on fait beaucoup d'éloges. Je vais peut-être pas en faire moins. Dans mon département, je trouve que les demandeurs d'emploi sont très déprimés et les employeurs aussi, parce que ni l'un ni l'autre trouve, je dirais, chaussette à son pied. Il y a beaucoup d'artisans, de commerçants, d'entreprises qui ne trouvent pas d'employés, ils ne savent plus faire. Et certains me disent qu'ils vont bientôt mettre la clé sous la porte parce qu'ils travaillent plus avec des intérimaires qu'avec des gens qui souhaiteraient embaucher. Alors je ne sais pas comment est-ce que vous voyez l'avenir, c'est peut-être cas par cas, mais on ne trouve pas de personnes service à la personne. Dans l'hôtellerie, c'est pareil, il y a une désertification et même des entreprises qui se mettent à faire des job dating, les gens ne se présentent pas. Ils font délocaliser Pôle emploi pour aller vraiment dans l'entreprise, pour montrer les emplois qu'ils ont. Les gens ne viennent pas. Ils répondent oui à un moment donné, donc l'entreprise s'organise pour accueillir les demandeurs ne se déplacent pas. Alors je crois que vraiment, quand vous avez parlé de cas par cas, je crois qu'il faut vraiment se donner les moyens d'être vraiment, chaque dossier est un dossier à part. Il y a des femmes seules qui ont des enfants, qui ne peuvent pas reprendre l'emploi du jour au lendemain, alors on les radie parce qu'ils ne trouvent pas de place de crèche, hein, il faut dire la vérité, hein, arrête de se mettre en maladie, ou, voilà, parce qu'elles ne peuvent pas. Donc il y a beaucoup de situations très différentes. Et je crois que l'effort cas par cas doit être pris. Comme pour avoir le permis de conduire. Là, la semaine dernière, j'ai dû intervenir pour qu'une personne puisse faire son permis de conduire. Elle avait 3 places, mais elle ne pouvait pas se déplacer. Donc voilà, c'est des choses de proximité que l'on demande. Donc j'ai fait part de comment je voyais la situation actuelle. Merci. On va continuer à la même table. Monsieur Chassaing. Bref, Monsieur le Président, en milieu rural, lorsqu'on est obligé de créer des emplois si on veut maintenir la vie, mais lorsqu'on a des emplois, disons, très qualifiés, on a des très grandes difficultés pour que les personnes viennent, et si elles habitent à plus de 30 km, elles préfèrent refuser. Donc je veux savoir comment on peut mieux les accompagner. Merci bien, Madame Grellet-Certenay. Donc j'avais plusieurs questions, mais d'ores et déjà elles ont été posées, donc je vais aller rapidement, si ce n'est confirmer effectivement qu'il y a quand même une image encore très négative qui demeure tout de même sur nos zones, notamment rurales. Et ceci dit, je crois très fortement à la concertation, même très locale, avec les acteurs véritablement locaux, pour avoir rencontré le directeur de Pôle emploi, avec notamment les responsables de la crèche, tout simplement. Effectivement, il y a des choses qui se sont mises en place autour des femmes en recherche d'emploi, et avec les élus, etc. Et je pense que c'est des choses qu'il faut absolument développer dans toutes nos zones. Et c'est comme ça, effectivement, qu'on est véritablement adapté à chaque situation et à chaque personne. Alors, simplement, effectivement, revenir aussi sur les problèmes de mobilité. J'ai rencontré régulièrement des personnes qui ne pouvaient pas se déplacer. Alors, pas forcément des jeunes, mais des personnes qui ne croient plus en l'emploi. Donc, qui n'ont pas des moyens de transport. Ils veulent bien éventuellement aller à la mairie et encore. Donc, quel est le réseau social? Là, vous parlez d'un réseau social. Quel est le réseau social que vous développez véritablement autour de ces personnes pour lesquelles il y a des freins psychologiques, de dépressifs, etc. importants? Je pense notamment à une usine aussi sur la Sarthe, qui me disait encore très récemment qu'il recrutait depuis pas mal de temps et qu'ils ne trouvaient pas là encore. C'est un métier d'habillement, etc. Donc ils m'ont interpellé là-dessus. Et puis ma question, c'était aussi le droit à l'erreur. Alors je ne parle pas des fraudeurs qui effectivement n'indiquent pas toujours les choses véritables en matière de déclaration. On entend régulièrement des personnes qui nous disent j'ai pas fait dans les délais, ou il me manquait un jour, j'ai pas respecté, etc. Ou alors ça, je savais pas que.
Bon, après, on peut toujours douter de la bonne foi, hein. Mais voilà, est-ce qu'il y a encore de la récupération, entre guillemets? Est-ce que pour les personnes qui, manifestement, pour certaines en tout cas, sont un petit peu handicapées avec l'outil numérique, est-ce qu'il y a un accompagnement ou en tout cas une reconnaissance de ces difficultés-là? Merci. Merci bien. Madame Lubin. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, vous avez parlé d'humanité, si je puis dire, tout à l'heure. À la fracture numérique s'ajoute aujourd'hui une fracture territoriale dans des départements ruraux qui sont nombreux en France, et peut-être pas d'ailleurs que dans les départements ruraux. Il n'y a plus de permanence Pôle emploi en dehors des villes-centres et des lieux où se trouvent les bureaux de Pôle emploi. Alors moi, je ne suis pas une adepte forcément du « c'était mieux avant », mais je trouve que ce manque de lien sur le territoire est quand même particulièrement préoccupant à un moment où on a effectivement des gens qui ne sont pas en capacité, pour des raisons diverses et variées qui ont déjà été évoquées, de se saisir de l'outil numérique. Alors, j'imagine que ça relève beaucoup d'une question de moyens. Pourquoi ne pas imaginer, peut-être que ça existe déjà, mais pourquoi ne pas imaginer des partenariats avec des structures qui existent sur le territoire, du type association d'insertion ou entreprise d'insertion, avec des permanences, je sais que ça se fait déjà, mais pourquoi ne pas imaginer un travail et une généralisation de ces outils-là? Parce que vraiment, pour un certain nombre de citoyens, maintenant, c'est la double peine. C'est terminé, Monsieur le Directeur, c'est à vous. Non, mais ça témoigne de l'intérêt porté à Pôle emploi, je m'en félicite. Oui. Madame Gruny, je voudrais vraiment clarifier un point. Je suis le premier conscient des marges de progrès. Hein. Et quand on a un taux de satisfaction de 72%, ça veut dire qu'il y a 28% des gens qui ne le sont pas. Et je pense que, notamment dans vos permanences, vous rencontrez plus naturellement des gens qui ne sont pas satisfaits que des gens. Et donc, moi, c'est pareil. En général, quand je suis dans des émissions de radio, etc., voilà, j'ai affaire à des demandeurs d'emploi qui sont mécontents, et ils le sont réellement. À nous d'améliorer le taux de satisfaction. Donc, je suis parfaitement conscient qu'on a des marges de progrès, mais j'aimerais juste qu'on tienne compte aussi d'abord des efforts qu'on fait, du travail, de la vraie mobilisation des conseillers, et puis de la charge, quand même. Si on compare l'évolution de la charge de Pôle emploi de ses moyens sur moyenne période, c'est quand même assez différencié. Donc, on fait aussi dans un contexte qui est un contexte pas facile, mais vraiment, je ne voudrais pas donner à mes propos le sentiment que tout va bien et qu'on est convaincu que tout va bien. Je pense qu'on a une stratégie qu'on essaye de mettre en place, mais on a naturellement des marges de progrès, notamment sur la personnalisation, et vous avez évoqué le cas du handicap. On a progressé en la matière. C'est naturellement évident. D'autres que vous l'ont évoqué. On a un sujet de relation avec Cap Emploi. Aujourd'hui, ce que nous disent les gens qui nous ont regardés comme l'IGA, c'est qu'on n'envoie pas, nous, alors que Cap Emploi est un réseau spécialisé de qualité, on n'y adresse pas forcément les personnes qui sont les plus en difficulté. Comment est-ce qu'on arrive à mieux coordonner les actions, et comment on doit faire évoluer aussi notre offre de service? Par exemple, moi je trouve regrettable que les conseillers de Pôle emploi maîtrisent mal les aides AGFIP. Et donc à nous de monter en compétences, et je m'interroge d'ailleurs sur le fait si on ne pourrait pas essayer dans certaines agences de Pôle emploi d'avoir un peu de spécialisation, parce que le monde du handicap nécessite de la connaissance des acteurs, et donc je pense qu'il faut que là-dessus on puisse naturellement évoluer. Sur le numérique, encore une fois, on est naturellement conscient, ça a été évoqué par d'autres, de notre responsabilité. Il y a un chiffre qui est assez éclairant. Nous avons rendu obligatoire l'inscription à Pôle emploi en ligne, par Internet, en ouvrant la possibilité de venir en agence. On a 19% des personnes qui s'inscrivent à Pôle emploi qui viennent en agence. Elles viennent en agence parce qu'elles n'ont pas forcément accès matériellement à Internet ou qu'elles ne le maîtrisent pas. Et le dispositif service civique, moi je voudrais vous rassurer, il marche plutôt bien. C'est vrai que c'est des personnes qui tournent, mais c'est une vraie philosophie du service civique que d'aider des personnes qui ne sont pas à l'aise avec le numérique, de s'y familiariser. Et donc je pense qu'on a trouvé là une bonne réponse. Mon sentiment, c'est qu'il faut qu'on en ait plus. Et on vient de négocier avec l'agence de service public, potentiellement en 2018, d'avoir 1000 agents de service civique supplémentaires. Et je pense que c'est une bonne réponse. Mais ça ne suffit pas. Qu'est-ce qu'on essaye de faire sur le numérique? On essaye de travailler avec des associations comme Emmaüs Connect pour réfléchir, et cela peut paraître paradoxal, à des applications qui vont favoriser l'inclusion numérique. C'est le numérique par le numérique.
Et on réfléchit à des dispositifs qu'on est en train de tester en agence pour voir comment on repère mieux les difficultés numériques des personnes. Et vous avez raison de dire que ça peut être des jeunes également. Évitons la caricature, parce que ce n'est pas uniquement une question d'âge, le numérique. Comment est-ce qu'on progresse grâce au numérique pour favoriser l'inclusion? Et puis on a un sujet de service public qui dépasse Pôle emploi, c'est que les difficultés que rencontrent les demandeurs d'emploi, ils les rencontrent avec d'autres services publics. Est-ce qu'on n'est pas capable de mutualiser à un moment donné le travail à faire pour la mise à niveau numérique de certains de nos concitoyens? Et sur le savoir-être que vous avez évoqué, Madame Gruny, oui, il faut qu'on le mette en place. Moi, je suis, comme vous, frappé par voir que beaucoup d'employeurs, quand on leur demande les difficultés de recrutement, ils évoquent les comportements. Et donc, il faut qu'on travaille ça. Et si on ne le fait pas, on passera à côté d'un point très important. Donc, on va essayer de progresser. Monsieur Morisset, sur le budget de Pôle emploi, 5,6 milliards, et en effectif, au sens budgétaire, les fameux EPTP, 50 000. C'est ça les grandes masses. Est-ce qu'on a assez de moyens d'accompagnement? Je ne peux pas vous dire qu'on en a assez. Il faut savoir après les choix qu'on fait d'un point de vue budgétaire. Dans l'accompagnement intensif, vous avez, j'ai dit tout à l'heure, 35% des conseillers, c'est 16% de la population qu'on suit. J'ai le sentiment qu'on pourra en suivre davantage. Et donc, à nous de dégager les forces internes pour le faire ou d'avoir des possibilités de renfort. Mais c'est encore, on a des marges à franchir. Alors, sur les chiffres mensuels, il n'y a rien de mystérieux. Ces chiffres me sont apportés. Il y a un calendrier officiel qui est déposé, qui est public. Et donc, il y a un calendrier affiché. Moi, j'ai les informations. Et les ministres, alors je ne veux pas dire de bêtises dans le calendrier, les a la veille de la publication à 18h. C'est la règle. Mais j'ai une bonne nouvelle pour moi, c'est qu'on va passer à compter de l'année prochaine à publication trimestrielle. Parce que la publication mensuelle, et Dieu sait que chaque mois, je la regarde de près, on a beaucoup de mal à donner des appréciations. Et donc la DARES a proposé au CNIS, qu'il a accepté, qu'il va le mettre en place, qu'on passe à une publication trimestrielle qui donne un peu de recul et qui permet d'avoir des analyses concrètes. Alors, pour pas qu'on ait la moindre doute sur la volonté de cacher quoi que ce soit, ce qu'on publie mensuellement restera toujours à disposition et sera mis en ligne. On ne fera pas de publication mensuelle avec les commentaires. Franchement, le mensuel ne veut strictement rien dire. Vous regardez l'année 2016 où il y a une baisse de la catégorie A. Dans l'année, vous avez 8 mois où ça monte et 4 mois où ça baisse. Et au total, ça baisse pourtant. Donc, mais il n'y a aucune magie dans ces chiffres-là. Ça sort de l'outil informatique et c'est transmis à la DARES qui fait la publication. Et le ministre est informé la veille selon un calendrier qui est permanent public. Tout ça sous le contrôle de l'autorité de la statistique. Monsieur Van Leeuwenberg, moi je suis d'accord avec vous. Ce qu'il faut, c'est éviter les doublons. Et là où les maisons de l'emploi font le travail qui a été évoqué par vous et par d'autres, de mise en contact des personnes et de GPEC territorial, moi je pense que la plus-value, c'est la GPEC territoriale et les relations entreprises. Là où ça se met en place, si Pôle emploi peut y participer, il le fera avec plaisir, et si ça débouche sur des catégories. Donc moi je n'ai aucun problème de principe en la matière, c'est éviter les doublons. Et vous avez eu raison de rappeler, comme je l'avais indiqué, normalement les maisons de l'emploi aujourd'hui ne font plus d'accompagnement. Donc on peut être parfaitement complémentaires, à nous de trouver les bonnes relations. Et si des expérimentations vous apparaissent nécessaires, nous on est par définition toujours intéressés par toute expérimentation. Donc moi j'ai pas de difficulté. La grande philosophie pour moi c'est territorialiser Pôle emploi. C'est l'enjeu, c'est la territorialisation. Et c'est le bassin d'emploi la réalité. Donc tout ce qui peut renforcer cette territorialisation, si les acteurs locaux sont capables de faire le lieu de rencontre, de partage, soyez assurés qu'on y participera parce que c'est l'intérêt des demandeurs d'emploi et des entreprises. Monsieur Vatrin, alors oui, il y a une baisse de crédit au PLF 2017 qui correspond essentiellement à la suppression de 297 emplois. Pourquoi 297 ? Ça correspond au volume d'emplois qu'on pouvait consommer, qu'on n'a pas consommé en 2016. Parce qu'on n'est jamais à 100% de consommation. Vous n'avez pas le droit de dépasser un plafond. Donc vous essayez de vous en rapprocher, mais avec les mouvements d'entrée et sortie. Et donc la direction du budget a estimé, puisqu'ils n'avaient pas été utilisés, ce qu'on pouvait fonctionner sans. C'est un raisonnement que je ne peux pas mathématiquement contester. À long terme, il aboutit quand même à zéro. Mais il faut quand même être raisonnable. Donc on a un sujet budgétaire, et je pense que l'enjeu pour moi des négociations budgétaires, ça va être la prochaine convention tripartite. Vous savez qu'on a une feuille de route négociée avec l'État et l'UNEDIC
pour une durée de 4 ans. La convention tripartite s'arrête en 2018. On va avoir une négociation pour les prochaines années et il y aura une dimension budgétaire. Moi, mon souci, c'est qu'on puisse regarder l'évolution des gains de productivité, et il y en a à Pôle emploi, notamment sur l'indemnisation, avec les charges nouvelles qu'il peut y avoir, et les choix qui sont de nature un peu politique, c'est le choix qu'on décide de consacrer en force à l'accompagnement. Tout ça, c'est un débat qui va avoir lieu dans les prochains mois. Je ne vais pas dire, mais je l'avais dit à M. Forissier, qu'une baisse de 297 équivalents temps plein sur 50 000 me pose un problème de survie. Mais le vrai sujet, il est pour moi devant moi sur les perspectives budgétaires pour les prochaines années. Vous avez évoqué le contrôle de la recherche d'emploi. Un des objectifs, c'est nous qui l'avons mis en place il y a 2 ans, on l'avait d'abord expérimenté, et un des objectifs qu'on avait affiché à l'époque, c'était d'être au moins clair sur cette question. Il y a, je trouve, de la caricature dans les 2 sens, permettez-moi de le dire. Il y a ceux qui disent qu'aucun demandeur d'emploi cherche de travail, c'est injurieux. Et il y a ceux qui nous font aussi une description de tous les demandeurs d'emploi qui, du jour au lendemain, cherchent du travail. C'est aussi peu correspondant à la réalité. Et donc je trouve qu'il faut avoir un mécanisme qui permet d'objectiver la situation. La situation telle qu'elle est objectivée aujourd'hui, c'est celle que vous avez décrite. Nous avons aujourd'hui 14% des personnes contrôlées qui ont été radiées pour insuffisance de recherche d'emploi. Mais j'ajoute qu'un deuxième objectif qu'on poursuit, et c'est pour ça que je crois à cette démarche-là, c'est que ça permet de repérer les personnes qui ne cherchent plus parce qu'elles sont découragées. Et il y a des cas où il est normal d'être découragé. Quand ça fait 2 ans que vous envoyez des CV, que vous n'avez aucun rendez-vous, que personne ne veut vous voir, vous pouvez comprendre humainement, je crois, que vous baissiez les bras. Et dans ces cas-là, la réponse, ce n'est bien sûr pas la radiation, c'est l'accompagnement. Et donc c'est pour ça que je pense qu'il faut toujours avancer sur ces 2 aspects. Il faut contrôler et il faut faire respecter la logique droit et devoir, y compris pour ceux qui ne sont pas indemnisés. On ne contrôle pas que les indemnisés, on contrôle tous ceux qui sont à Pôle emploi. Et je crois qu'on a un mécanique là qui permet de concilier les 2 objectifs. Vous évoquez après les questions de la montée en charge, c'est les sujets qui sont devant nous. Mais je pense que la logique de ce contrôle est plutôt une bonne logique. Et moi, je me félicite que les commentaires autour de ces chiffres ont été plutôt apaisés par rapport à ce qui se passait il y a quelques mois. Donc on a un dispositif qui fait preuve aussi, je crois, de son humanité, parce que c'est les conseillers de Pôle emploi qui font le contrôle et qu'ils connaissent les demandeurs d'emploi et leurs difficultés. Monsieur Jomier, je le disais, territorialisation ne passe pas par décentralisation forcément, mais je serais ravi de poursuivre les échanges sur la décentralisation. Sur le digital, je le disais, 19% c'est significatif. 19% de personnes qui viennent en agence pour maîtriser le digital. Donc nous, il faut là aussi qu'on multiplie tous les lieux pour le faire. Alors j'arrive pas à relire votre question, j'en suis désolé. C'est sur indemnisation et prélèvement. Ah oui, alors ça je m'en serais voulu en plus de pas y répondre. Pardon, excusez-moi. Indemnisation et non, moi je crois qu'il y a une grande perte. D'abord, si on essaye de regarder ce que font les autres pays, ça se fait également dans tous les pays européens, quasiment. Il y en a 1 ou 2 qui ont encore des modèles différents. Et ça a pour moi 2 intérêts majeurs. D'abord, je crois qu'aujourd'hui, pour accompagner un demandeur d'emploi, il faut maîtriser un minimum de règles sur l'indemnisation. Vous êtes dans telle situation, vous reprenez une activité réduite, il faut vous renseigner sur les conséquences de votre indemnisation. Il faut éclairer les conditions de reprise d'emploi par leurs conséquences sur l'indemnisation. Ça a une deuxième vertu qui est pour moi importante. Nous menons une politique assez forte d'automatisation en termes de liquidation. Et donc nous générons aujourd'hui des gains de productivité sur la tâche d'indemnisation, tout en veillant, je le disais, à mieux personnaliser et à être proactif. On peut faire les 2 grâce à l'informatisation et grâce au fait que demain, avec la déclaration sociale nominative, on va récupérer automatiquement beaucoup plus de données. Et bien, le fait d'avoir dans la même ensemble Unédic et Pôle emploi, enfin ASEDIC, Pôle emploi, permet de redéployer vers l'accompagnement des personnes qui auraient été dans une situation assez difficile si elles étaient dans un seul métier qui est celui de l'indemnisation. Donc je crois qu'il y a une vertu aussi en termes de dynamique de l'évolution tant des personnes que des organisations à faire évoluer et déplacer des forces de l'indemnisation qui va diminuer en volume pour des raisons de système d'information vers de l'accompagnement. Donc j'ai pas de doute aujourd'hui. Ce que je sais, c'est que revenir en arrière poserait vraiment beaucoup de difficultés pour un intérêt qui, pour le coup, ne m'apparaît pas.
Madame Cohen, sur le contrôle recherche d'emploi, je crois vous avoir répondu. L'offre raisonnable d'emploi existe depuis 3 ans. Et c'est pas ça le contrôle de la recherche d'emploi. Il y a bien deux mécaniques différentes. Le contrôle de la recherche d'emploi, c'est on regarde l'intensité que les demandeurs d'emploi mettent à rechercher un emploi. L'offre raisonnable d'emploi, c'est quelque chose de beaucoup plus encadré sur le nombre d'offres auxquelles il faut répondre, la distance, le salaire. Et là, on en fait assez peu, c'est 111 par an. Parce que c'est très compliqué. Et donc l'effort de contrôle, il est plutôt sur le contrôle de la recherche d'emploi tel qu'on l'a décrit tout à l'heure que l'offre raisonnable d'emploi, qui reste dans le dispositif parce que ça peut être utile, mais c'est très difficile de caractériser un refus d'offre d'emploi. Il suffit d'aller à un entretien et d'être modestement motivé. Il y a peu de chances que l'employeur vous embauche. Donc voilà, donc c'est pour ça c'est un outil utile, mais il faut l'utiliser à bon escient. Et je préfère, moi, une logique de contrôle de recherche d'emploi. Sur l'accompagnement global, et je n'ai pas répondu tout à l'heure à M. Morisset sur les moyens d'accompagnement. On ne demande pas au département de mettre des moyens supplémentaires. On essaye de mailler nos forces. D'ores et déjà, les départements ont des services qui mobilisent des assistantes sociales ou des assistants sociaux. L'idée, c'est qu'au lieu de travailler séparément, on travaille ensemble. Et derrière, moi j'ai des chiffres sur le retour à l'emploi permis par ce travail en commun qui vont se traduire in fine par des économies pour les départements si on s'intéresse notamment aux bénéficiaires du RSA. Et donc je pense qu'on n'est pas dans une logique comme Pôle emploi l'avait connue à une certaine époque, donnez-nous des moyens, on ne demande aucune création d'emploi. On est juste, vous avez vos moyens, on a les nôtres, comment on les met ensemble pour favoriser. Oui, il y a un taux de retour à l'emploi qui est significatif pour des situations qui sont humainement souvent des situations très difficiles. On parle de personnes qui sont confrontées à des situations humaines très difficiles. Le fait de travailler à la fois une assistante sociale et un conseiller qui mixent leurs compétences fait qu'on favorise leur retour à l'emploi. Donc au total, sans moyens supplémentaires, sauf une concentration, on peut faire des économies si la personne retrouve un travail et sort du RSA. Donc voilà, c'est tous les départements sauf 2. Je ne sais pas s'ils sont représentés. Il y a un sujet très délicat pour moi parce qu'il y a un des départements qui est présidé par le président de l'Association des départements de France. Donc, mais je sais que sa vice-présidente a une position, mais je rêve de pouvoir la convaincre un jour de l'utilité de ce dispositif. Et l'Hérault. Et l'Hérault parce que l'Hérault avait développé tout un système avec des conseillers spécialisés, donc il y a des particularités. Donc globalement, ça marche plutôt bien et je trouve que c'est en tout cas une bonne illustration de complémentarité, puisque les départements ont un savoir-faire sur ces sujets. Monsieur Mouillet, oui, je crois vous avoir dit que moi, sur le lieu de... On a un vrai sujet de où est-ce qu'on fait la GPEC territoriale. Et pourquoi c'est très compliqué? Il y a un problème d'instance, vous l'avez évoqué, et puis il y a une capacité à ce que les entreprises acceptent de rentrer dans une logique de transparence sur la réalité des besoins. Moi, je pense que c'est un sujet où toutes les forces sont les bienvenues. D'arriver à pouvoir analyser sur un territoire quels sont réellement les besoins de recrutement, c'est pas aussi facile, parce que ça suppose qu'on ait créé un rapport de confiance avec les entreprises qui jugent utile de le signaler. Et c'est pas toujours facile à faire. Je note que les régions, d'ailleurs, développent elles-mêmes des outils de captation des besoins des entreprises au niveau des bassins d'emploi. Et donc, on voit bien qu'il y a le besoin de faire remonter le maximum d'informations. Mais de ce point de vue-là, tous les efforts sont les bienvenus. Madame Meunier, je transmettrai vos félicitations au directeur territorial de Loire-Atlantique. Il y sera sensible. Chouette. C'est effectivement une application qui a été développée dans la logique d'intrapreneur que j'évoquais tout à l'heure. C'est un conseiller qui a une idée, on le sort de son travail habituel pendant 6 mois et il travaille avec un informaticien, un data scientist pour développer cette application. Cette application d'ailleurs répond à une préoccupation que certains d'entre vous ont exprimée sur les saisonniers. C'est une application qui est vraiment ciblée sur au départ c'est les vendangeurs, ça a été étendu à l'hôtellerie-restauration et c'est une mise en relation extrêmement rapide entre un employeur et on a une bonne évaluation, donc ça va être généralisé. Ça va être généralisé dans le territoire. On a une autre application qu'on a généralisée qui s'appelle Ma Cigogne. C'est sur les places de crèche, pardon, c'est pas très... Et c'est très important d'offrir
potentiellement des disponibilités de crèches. On a une autre application qu'on a mis en ligne en version dite bêta, c'est Memo, pour aider un demandeur d'emploi à classer toutes les offres qu'il fait, les réponses, etc. Donc on a plein d'idées d'applications qu'on va mettre en place au fur et à mesure et qui ont du succès par le bouche à oreille. C'est-à-dire qu'on les met en visibilité, les gens après les likes, etc. Il y a à mon avis après du fait qu'elles sont automatiquement portées. Mais c'est une bonne application qui peut répondre à beaucoup de sujets. Madame Fournier, oui, l'humain, moi je suis convaincu que... Moi j'ai jamais pensé qu'un algorithme remplacerait un conseiller. Parce que le travail d'un conseiller, c'est la motivation, c'est l'encouragement, c'est aussi de l'empathie, c'est quelquefois essayer de provoquer des réactions. Et ça, c'est pas un algorithme. Moi, il y a une phrase qui m'a beaucoup marqué, que je vous signale. Avoir une information, c'est pas ça qui génère un changement de comportement. Il faut qu'on vous aide à changer, sinon il y aurait beaucoup de médecins qui ne fumeraient pas. Et le jour où on m'a dit ça, ça m'a marqué. Donc ça veut dire qu'il faut un travail qui n'est pas uniquement avoir l'information, fumer c'est pas bien. Voilà, on sait que c'est pas facile d'arrêter. Comment on vous aide? Et bien dans la reprise d'emploi, il y a un moment donné, un conseiller doit avoir ce rôle-là. Sur la mobilité internationale, on est parti d'une analyse, on était très critique sur ce qu'on faisait, et on a décidé de mettre en place 5 pôles spécialisés par zone géographique. Parce que candidater en Allemagne, c'est pas la même chose. Je vous assure, en Allemagne, je ne sais pas si vous, madame, vous connaissez, le CV allemand, il fait ça. Hein. Ce n'est pas le cas dans d'autres pays, donc il faut connaître le pays. Donc on a spécialisé au niveau national, on a 5 sites qui sont spécialisés par zone géographique, et là la relation elle est essentiellement numérique, puisqu'on échange facilement avec des mandats. On va faire un bilan de cette expérimentation, mais moi je suis naturellement convaincu avec vous que pour certains, l'expatriation est une très bonne réponse, même dans une logique de retour après, en termes d'enrichissement. Donc on a aussi du travail frontalier avec l'Allemagne, on a une agence commune avec nos collègues allemands, je sais qu'on a des travaux avec la Belgique également, donc il faut qu'on développe cet axe, mais le parti qui a été le nôtre, c'était de spécialiser les services, parce qu'il faut être technicien de l'international et du pays pour pouvoir conseiller les expatriations dans ces pays. Monsieur, et nous on a parlé, je crois, de... Monsieur Ah, pardon, c'est moi qui ai mal... Oui, les liens, on parlait des liens avec les entreprises. Moi, je suis preneur de tout ce qui peut favoriser la prise en compte des besoins. Il y a des entreprises qu'on connaît. Là, nous, quand une entreprise vient nous voir, on est capable de monter des actions de formation sous réserve que les délais de recrutement soient compatibles avec la durée de la formation. Parce qu'il y a quelquefois une difficulté, vous ne faites pas un chaudronnier en un mois. Mais donc c'est l'anticipation. Si on arrive à le faire lorsqu'on a une implantation d'une grande entreprise ou d'une grande surface, programmée à l'avance, on a le temps d'organiser dans un délai, ou des grands travaux, on a le temps d'identifier les compétences, de mettre en place les formations, de recruter. Dans quelques cas, quand on connaît le besoin trop tard, on ne sait pas le faire. Et pour répondre à ces besoins des entreprises, outre la formation, moi j'insiste beaucoup sur la connaissance des métiers et les stéréotypes. Quand vous parlez du bâtiment encore à certains jeunes, ils ont une image du bâtiment qui remonte à ce qui se passait il y a 60 ans. Donc on travaille avec les branches pour des kits métiers qui présentent les réalités des métiers. Mais il y a un travail extrêmement fort. Et on retrouve les savoir-être. Aujourd'hui, beaucoup d'emplois sont dans les services. Dans les services, ce qui compte beaucoup, c'est le savoir-être. Donc on retrouve tous ces éléments-là. Il faut qu'on y progresse. Massam Schiniger, c'est ce que vous évoquez dans les tensions. Nous, on réfléchit à quelque chose qui n'est pas encore complètement opérationnel, mais j'espère qu'il le sera. Moi, j'aimerais que dans chaque région, vous ayez un interlocuteur. Je parle des élus, mais ça peut être aussi les branches, tous les leaders d'opinion, qui seraient votre interlocuteur pour lui signaler les entreprises dont vous savez qu'elles ont des difficultés de recrutement. On va essayer de tenter ça, et ça nous permettra d'analyser ensemble. Alors oui, alors je vais peut-être, comme on n'est pas complètement prêt, donc laissez-nous quelques jours encore, et ça nous permettra ensemble d'analyser les situations. Et on va se rendre compte que dans certains cas, on peut faire des choses, dans d'autres c'est très compliqué, et dans d'autres cas, des entreprises vous diront qu'elles recherchent, qu'elles font appel à Pôle emploi, et c'est souvent le meilleur moyen pour aller prendre du personnel détaché. J'ai eu l'expérience, je ne citerai pas un chef d'entreprise que j'ai appelé pour avoir entendu à la radio, qui se plaignait, qui m'a dit oui mais finalement vous savez, on travaille avec des personnels détachés, c'est aussi bien comme ça. Voilà, donc on va pouvoir, non mais c'est un cas minoritaire, on va pouvoir objectiver toutes les situations, et il y a des cas qu'on ne pourra pas régler. Il y a des cas, parce qu'il y a un sujet que vous avez mentionné qui est pour moi un casse-tête, qui est la mobilité.
Et quand on parle mobilité, vous avez parfaitement raison de le souligner, monsieur le sénateur, on est à 30-40 km. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus collectivement? Nous, on a des dispositifs qui sont des aides au permis de conduire. C'est pas forcément ça qu'il faut. Il faut arriver à monter. Et il y a des plateformes, quand on parle de partenariat, une plateforme, je vais faire de la publicité pour elle, qui s'appelle WeMove, où ils arrivent à faire du bilan mobilité. Quelquefois, c'est savoir mesurer précisément toutes les offres collectives à ma disposition. Savoir s'il y a du covoiturage. Il faut qu'on travaille cette question-là. Je ne parle même pas des déménagements qui se traduisent par quitter sa... Même au sein même d'un département, il faut qu'on... Moi, je suis le premier convaincu, je n'ai pas de réponse, mais je suis à disposition notamment des régions. Les régions ont des leviers pour qu'on travaille là-dessus. Parce qu'objectivement, c'est une difficulté que chacun rencontre. Et les conseillers sont un peu démunis. Donc il faut qu'on travaille beaucoup sur ces sujets. Vous évoquiez les crèches, Madame Schillinger, je crois que là-dessus on a des réponses, mais il faut localement trouver les solutions. Et encore une fois, tout ça, c'est du local, j'en suis bien convaincu. Madame Grelet-Guetnet, sur... oui, moi je crois aussi, comme vous, à la concertation locale. Hein. J'ai aucun doute. D'ailleurs, si on a l'offre de service de Pôle emploi, elle est très peu normée au niveau national. J'aimerais vous en convaincre. On a eu ce débat en interne. Lorsqu'on a dit on arrête le système antérieur c'était le suivi mensuel personnalisé. On l'a arrêté en 2013, c'était chaque demandeur d'emploi doit être vu chaque mois. Il n'y a aucune raison de voir chaque demandeur d'emploi chaque mois. Il y en a qui vont voir plus souvent et d'autres moins souvent. Et on a dit on va juste définir des modalités d'accompagnement qui vont se différencier par le nombre de demandeurs d'emploi suivis par conseiller. On avait 3 modalités au départ, puis on a peaufiné par la suite. Le débat qu'on a eu avec tout le monde, c'était quels sont les critères pour dire qu'on est dans telle modalité. Et nous, on a dit, c'est pas nous qui le savons. Dans telle agence, la même personne avec les mêmes qualifications, elle n'a pas les mêmes perspectives d'emploi en fonction du marché local. Donc moi, je suis archi convaincu du territoire. Et ce qu'on lance avec les 19 agences, on leur dit faites ce que vous voulez, on peut pas aller plus loin que ça. Donc oui au local, mais on n'arrive pas à le faire percevoir. Qu'on a une offre de service, qu'on essaie de territorialiser. Donc on est mauvais dans notre capacité à l'expliquer. Moi, je vous rejoins complètement. Il faut qu'on puisse travailler ces sujets territoriaux et la mobilité. Et Madame Lubin, vous parlez de fracture territoriale, je suis le premier à la constater. Mais en revanche, une réponse que vous n'avez pas mentionnée qui nous intéresse, c'est les maisons de service public. Vous avez aujourd'hui sur le territoire 1150 maisons de service public. On est présent dans 872. Donc le principe où Pôle emploi est présent dans des lieux délocalisés, moi, j'ai aucun problème. Mais nous, on n'a eu aucune politique de réduire des permanences. C'est localement que les choses se voient. Moi, j'ai pas dit il faut augmenter, réduire les permanences. Qu'est-ce que j'en sais? Rien. Donc, il faut qu'on utilise tous les lieux possibles qui permettent de rencontrer les demandeurs d'emploi. Et en zone rurale aussi, on développe la visio. Dans beaucoup de cas, pour ceux qui ont Internet, il y a des zones où on peut accéder à Internet, pourquoi se déplacer? Vous avez aujourd'hui la capacité de discuter en visio avec votre conseiller. Donc il faut qu'on mixe les deux. De la présence physique, parce qu'il y a des personnes qui ont besoin de contact physique, ça, et puis de la visio. Mais tous les lieux, vous avez cité des entreprises d'insertion. Moi, je crois que tout est possible pour être le plus présent. Et c'est un enjeu de service public. Voilà pour l'audition de Jean Bassère qui a donc été reconduit dans ses fonctions de directeur général de Pôle emploi après avoir été auditionné par le Sénat mais également l'Assemblée nationale. Jean Bassère qui va avoir affaire à un défi de taille avec la future réforme de l'assurance chômage promise par le gouvernement. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les auditions sur notre site publicsénat.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.